Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Camel sans filtre. Cet épisode est soutenu par Mixvape. Vous vous souvenez peut-être de Loïc Didlot, son fondateur, qui était passé sur le podcast il y a quelques mois. Je le connais depuis presque 20 ans. À l'époque, on avait 26 ans, pas encore de cheveux gris, et lui parlait déjà d'indépendance technologique, d'infrastructures européennes et de souveraineté des données. Ça pouvait sembler un peu abstrait à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet stratégique. Depuis, Mixvape a bien grandi. Ils sont aujourd'hui le deuxième opérateur de téléphonie d'entreprise au Luxembourg, avec plus de 5000 entreprises clientes, dont des cabinets d'avocats et des organisations évoluant dans des environnements fortement réglementés. Ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ne se contentent pas de revendre des solutions existantes, ils développent et maîtrisent leur propre stack technologique en interne. Ça change beaucoup en termes de contrôle, de sécurité et de conformité. Ils ont une vraie expertise des sujets réglementaires avec des frameworks comme GDPR, DORA, NIS2, CRA ou encore ISO 27001 et opèrent sous régulation dans plusieurs pays européens ainsi qu'aux États-Unis. Et justement, quand on parle de régulation, de souveraineté et d'infrastructures critiques, difficile de ne pas faire le lien avec le sujet du jour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Biba Omsi, avocate spécialisée en crypto et digital asset, qui a notamment fait une partie de sa carrière au sein du régulateur suisse, la FINMA. Avec elle, on va parler de régulation, d'innovation, de tokenisation et surtout de la manière dont ces sujets redéfinissent en profondeur la finance et les infrastructures. Bonne écoute à tous et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout vous abonner. Bonjour Biba. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Bah écoute, très bien. Merci de venir ici. Ça fait plaisir. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on devait faire ce podcast. Tu es venu de Merci Suisse. pour ta patience. Tu es venu exprès de Suisse. Tu connais la règle de la carte joker ou pas? Non, Bah, si, tu la connais parce que tu en as vu avant, mais mais je veux dire, je sais pas exactement quand est-ce que tu vas me poser les questions et quelles questions tu vas me poser. ok, donc. bah voilà, donc la règle, c'est que tu as cette carte joker, effectivement, et que si tu as une question auquel tu ne veux pas répondre, tu pourras la sortir à tout moment. D'accord. Ok? Oui. Je te la laisse. On verra si tu utiliseras ou pas. On va commencer soft, pour d'abord parler un peu de toi. Comment tu pourrais décrire ton métier à quelqu'un qui n'y connaît rien? Le métier d'avocat ou le métier d'avocat en crypto? Le métier d'avocat d'abord. Le métier d'avocat, alors il est très varié. Il va avant tout de la défense et de la protection des intérêts de ton client. Donc ça, c'est très important. Souvent, les gens pensent qu'on défend les gens, en fait. On essaie de comprendre leur situation. Ça, c'est la défense. C'est le métier même d'avocat et c'est vraiment très noble. Après, évidemment, ça, c'est souvent quand tu es dans les tribunaux. Si tu n'es pas dans les tribunaux, c'est vraiment de comprendre la situation du client et regarder comment tu peux l'aider à aller vers un but précis. Il te vient avec une idée, il vient avec quelque chose. C'est pas tout souvent des problèmes. Hein. Ça peut être aussi, j'aimerais ce projet, j'aimerais qu'il aille dans cette direction-là. Et souvent, je dis, OK, quel est le must-have, le shall-have et le nice-to-have? C'est-à-dire, quel est ce que vous voulez absolument dans votre projet, ce que vous voulez garder. Puis après, on s'arrange. On regarde s'il y a certains éléments qui ne sont pas possibles au niveau légal, parce que les juridictions sont différentes, tu vois. Donc c'est vraiment ça, ce conseil. On va revenir après sur le métier plus précis d'avocat. Mais avant cela, quel a été ton premier job? Oh, j'en ai eu deux. Deux un peu particuliers. Hein. Le premier, c'était d'appeler les gens pour les sondages. Wow. Alors, quand on est obligé, parce que je le faisais pour payer mes études, et donc du coup, quand tu appelles les gens le samedi matin, le dimanche matin. C'est quel genre de sondage? Oui, c'était surtout sur leur habitude de consommation. Il faut avoir un petit peu, faut pas prendre personnellement les remarques qu'on reçoit au téléphone. C'était en Suisse? Oui, c'était en Suisse. Je commençais à l'université, tu vois. Ok. Donc comment t'es atterri en Suisse? Je suis née en Suisse. Ok. Je suis née en Suisse. J'ai grandi dans le sud de la France et ensuite je suis revenue en Suisse. Et j'ai fait mes études à la fois en France, à Chambéry, et après à Lausanne. Donc j'ai grandi un peu partout. Née à Genève, grandi à Cannes, après Chambéry. Je suis revenue à Genève, à Lausanne, à Berne pour la FINMA, et à Luxembourg. Et l'histoire, c'est quoi? Donc tes parents, je pense qu'ils sont pas suisses.
Non, Ouais. ma mère est franco-suisse et mon père est égypto-libanais, donc ça fait un beau mélange. Mon père est arrivé très très jeune à cause des nationalisations à l'époque. Ils ont, voilà, voilà, c'est l'histoire de la vie, hein, c'est-à-dire qu'on perd tout et puis on recommence. C'était quoi les nationalisations? C'était en Égypte, c'était un mouvement politique, un mouvement social avec des forces de chaque côté et puis certains qui perdent ce qu'ils ont créé en fait. On connaît assez peu, nous. En fait, on a grandi en Europe où finalement on se rend compte que c'est évident que ce qu'on construit est à nous, quoi. Et donc il est parti très jeune, il est venu en Suisse. Il est revenu en Suisse et il a commencé c'est assez cliché, mais des études et à travailler très vite dans l'horlogerie quand il avait 12-13 ans. En Suisse. Donc en Suisse, ouais. D'abord les études et puis après le travail. Et pour parler des études, donc toi tu as fait quoi comme études? Donc tu les as fait où déjà? J'ai fait mes études, j'ai fait un double diplôme, donc j'ai fait deux filières de droit en même temps. J'ai fait une filière en France et une filière en Suisse pour connaître à la fois le droit français européen et le droit suisse. Ce qui m'a permis de toujours jongler entre les deux juridictions, ce que j'ai toujours adoré en fait. Tu faisais en même temps? Oui, c'était un programme un peu particulier. Tu passais ta première et ta deuxième année de droit en même temps, ta troisième et quatrième année de droit en même temps dans un pays, et tu recommençais. Et tu faisais première et deuxième année de droit en même temps et troisième et quatrième droit. Et pourquoi tu as choisi le droit? C'était une vocation pour toi depuis tout petit ou Je voulais être juge pour enfants au départ. Je voulais soutenir... j'ai toujours aimé le côté règles sociales versus... j'ai toujours trouvé que le droit était un moyen, comme un autre, d'aider. Tu peux aider au niveau social, au niveau humain, au niveau... t'as plein de tools, en fait. Et le droit en était un, pour aider les gens. Donc finalement, t'as pas fait juge? Non, j'ai pas fait juge parce que je suis tombée sur un juge j'avais 9-10 ans, j'ai essayé d'appeler pour pouvoir comprendre. À 9-10 ans déjà? Ouais. Okay. Et puis finalement, je crois qu'en fait, il y avait peut-être aussi un côté un peu trop émotionnel. Quand j'ai fait mon barreau, on devait aussi... j'ai fait ce qu'on appelle des nominations d'office, donc c'est-à-dire que tu soutiens les gens qui n'ont pas la possibilité de payer, en fait. Et là, j'ai eu des cas... J'ai pris aussi, encore une fois, les côtés enfants. Donc, j'ai défendu des enfants. Et j'avais des cas très graves. C'était dur? C'était très, très dur. Ouais. Et au niveau émotionnel, tu te dis... étonnamment, je pense qu'il faut plus de recul au niveau émotionnel quand tu fais ce travail-là. Et je crois que je ne l'avais pas. Il faut être plus froid ou... sentir moins d'émotions? Faut être plus cartésien. Je dirais pas froid, hein, parce qu'il faut quand même comprendre les émotions, il faut comprendre la situation. Mais il faut être un peu plus cartésien. Enfin, arriver à prendre de la distance. De toute façon, tu dois toujours prendre de la distance. Mais... Et du coup, tu t'es dit, je vais faire plutôt droit des affaires? Et j'ai adoré la finance. J'ai eu un cours à l'université. J'hésitais entre les deux, ce qui était complètement à l'opposé. Et j'avais un cours à l'université sur la finance. Et j'ai adoré ça. Quand j'ai fait mon barreau, on avait mon stage d'avocat, on avait beaucoup de choses différentes. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé. Et quand j'ai eu le brevet, je suis tout de suite allée chez le régulateur, en fait. Direct, dès que tu as quitté le barreau, tu es rentrée à Alors, la FINMA? Oui, j'avais des jobs à côté. Mais effectivement, quand j'ai eu le barreau, je suis rentrée tout de suite à la FINMA. Donc du coup, c'était plutôt un plan clair ou ça a été plutôt fait d'opportunités? Comment tu fais pour rentrer à la FINMA déjà? J'ai postulé, puis j'ai eu les entretiens. Okay. C'est tout simple. Tout simplement. Oui. Et puis, pourquoi j'aimais bien? Parce qu'en fait, ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment d'avoir une compréhension du... Donc, mes parents n'ont pas fait d'études. Hein. Donc, j'avais pas du tout toute cette exposition de complexité. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de comprendre. Et quand tu es chez un régulateur, tu vois tout, en fait. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer là-bas. On parlera après des régulateurs. J'ai eu 2 questions à ce sujet. Donc, à quel moment tu t'es dit, OK, là, je suis vraiment à ma place. C'est ce métier-là que je suis contente de faire, que je voulais faire. Quand j'ai fondé mon étude, parce qu'en fait, j'adore accompagner les clients. Ils ont tous des idées incroyables. C'est
tellement chouette. Vraiment, c'est là où je me suis dit, voilà, j'apprécie ce que je fais. Enfin, je suis là pour les aider, pour voir où est-ce que je peux les aider le mieux à structurer leur projet. C'est chouette quand même. Oui. Et c'est vraiment chouette. Est-ce que c'est plutôt un esprit entrepreneurial qu'il faut avoir dans ce cas-là ? Oui. Enfin, ça dépend des clients aussi. Hein. On a les clients qui nous ressemblent, on a les clients qui fit. De toute façon, ça se voit très vite quand un client sent que ça va pas jouer pour toi. Et au départ, je pensais vraiment de me dire, il faudrait que je puisse savoir ce client, je l'aimerais bien l'avoir. Mais au final, il faut que tu aies les clients qui fit avec toi. J'ai un parcours de régulateur, de compliance. Il faut déjà que les clients avec lesquels on travaille, ils comprennent que j'ai une structure que j'amène. Et donc, c'est différent, tu vois. Et tu es du genre à vouloir changer la structure en fonction du client ou justement tu es figé ou assez droite, pour faire de jeux de mots dans... Non, je crois juste que j'essaie d'expliquer. C'est facile dans le réglementaire d'expliquer quelles sont les attentes, en fait. Souvent, quand les gens vont aller dans le réglementaire, dans la compliance, ils savent qu'il y a quand même des règles. La seule chose, c'est qu'ils ne savent pas à quel point les règles est applicable, comment elle est applicable. Il faut arriver à trouver à la fois du pragmatisme, si on arrive à trouver du pragmatisme dedans, mais aussi en leur expliquant qu'il y a quand même des règles. Et ces règles-là, elles sont faites pour protéger les investisseurs ou pour protéger certains setups, en fait. À quoi ressemble une journée type pour toi ? C'est hyper cliché, mais je pense quasiment jamais la même, en fait. Parce qu'il y a évidemment, il y a tout ce qui est email, call avec les clients, mais ça peut être aussi des voyages, des conférences. Ça peut être... Là, j'ai eu un call ce matin d'une cliente, un prospect cliente, et elle a vraiment une situation de crise. Et c'est vrai que on ajuste, tu vois. On ajuste l'agenda. Ça dépend des priorités, mais je crois que ça, c'est pour tout le monde pareil. Et dans ce que tu fais, qu'est-ce qui te passionne le plus ? Tu m'as dit, c'est aider les clients, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive plus que tout ? Dans ce que je fais ? Oui. J'aime l'ouverture, en fait. J'aime le fait que... c'est ironique, mais que je ne sais pas vraiment de quoi ma journée sera faite. Bien sûr que je discute avec les équipes, j'ai mes bilatérales avec mes collaborateurs, je sais quels sont les calls que je vais avoir, et ce que je dois rendre. Mais il y a toujours plein d'imprévus, il y a toujours plein de choses qui arrivent. C'est super, en fait. On ne s'ennuie jamais. Puis franchement, avoir son étude, c'est chouette aussi. Ouais, justement, tu te serais vu dans un cabinet, dans un grand cabinet, en tant que partenaire parmi d'autres associés, ou tu te dis non, je suis libre toute seule, je suis bien. Faut jamais dire jamais. Ouais, parce que tu peux te faire racheter par un gros qui a besoin d'une filière crypto. Honnêtement, je saurais pas te dire. Je crois qu'on est encore dans un métier extrêmement personnel. Donc en fait, c'est pas tant la structure grand, petit, etc. C'est beaucoup plus est-ce que je fit avec cette personne, comment ça se passe. Il y a vraiment toujours des questions. Oui, c'est vraiment très personnel en fait. Pourtant, il y a des fois des sociétés qui se disent je vais plutôt prendre tel gros cabinet ou tel grand nom, rien que pour le nom. Oui. Parce que ils savent que ça sera peut-être, ils pensent que ça sera plus simple. De passer ou d'avoir une licence ou d'avoir non ou... Oui, totalement ça c'est clair. Il y en a pour tout le monde, honnêtement. J'ai la chance de pouvoir avoir des clients super. C'est des institutionnels, la plupart de mes clients, c'est pas des privés, ça reste des institutionnels, donc c'est facile de discuter avec une banque, un asset manager. Et je crois que ça fit bien parce que j'ai la compliance, j'ai été à l'interne aussi, j'ai été à l'externe, j'ai été chez le régulateur, donc j'ai un peu une vision 360. Mais si les clients se sentent mieux accompagnés par une grande étude, tu vois, ça ne marchera pas du coup s'ils se sentent qu'ils ont besoin d'une grande étude. Il n'y a aucun problème. Franchement, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, tu fais tout toute seule, tu as des associés avec toi, tu as des avocats qui... J'ai des collaborateurs à Luxembourg et j'en ai aussi en Suisse. Et ils ont chacun leur force. Ils sont très différents et ils ont chacun leur force
que ce soit dans la compliance, la crypto, le contractuel. Oui, je ne fais pas toute seule. Je suis incapable de faire toute seule. Chacun apporte sa pierre. Et quelle est pour toi la plus grande idée reçue ou les plus grandes idées reçues sur le métier d'avocat? Moi, j'en ai un. Ah oui? Tu veux les dire maintenant? Non, c'est pas des idées reçues. Je connais bien ce secteur. Alors, quels sont les meilleurs? Je dirais... J'en ai deux qui me viennent. La première, c'est le fait de dire, et ça c'est énormément véhiculé par les séries, comme quoi on arrive et puis on plaide, ou alors il y a un deal stratégique. C'est beaucoup de travail de dossier. C'est beaucoup de travail de dossier et beaucoup de travail. Honnêtement, c'est pas comme la série Suite. C'est ça, tu vois. C'est exactement ça. Je pense que tu as version 1 du contrat, version 2 du contrat, version 3 du contrat, version finale du contrat, version finale du contrat, tu vois. Ça, c'est un. Et la deuxième aussi, qui est assez véhiculée, c'est les clients pensent, et alors c'est encore plus c'est flagrant dans le côté contractuel, qu'on utilise des templates et qu'en fait, au final, on a juste besoin de faire le template. La situation, elles sont toutes différentes, et encore plus dans le domaine de l'innovation et de la crypto, parce qu'ils viennent souvent avec des nouveaux modèles qui sont innovants. Tu ne peux pas faire copier-coller. Justement, on va rebondir sur ça, parce que c'est une question que j'aurais posée après, mais avec ChatGPT, avec l'IA, tout le monde aujourd'hui va sur ChatGPT ou et demande des conseils ou autre. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut un peu disrupter votre métier? Je pense que ça peut disrupter pour probablement ce qui est hyper standardisé. D'accord? Donc, si tu as plus probablement en common law, parce qu'en fait, en common law, c'est tout ce qui est écrit reste, tandis qu'en droit continental comme nous, il y a beaucoup de sujets à l'interprétation. Tu peux avoir un article en droit suisse qui est sur la bonne foi. D'accord? Voilà. Comment tu vas interpréter ta bonne foi? Tu peux encore regarder la jurisprudence. En réglementaire, c'est assez compliqué parce que tu n'as pas de jurisprudence non plus. Tu as beaucoup d'analyses au cas par cas. Le régulateur le dit toujours, tous les cas ne sont pas les mêmes. Il faut pouvoir analyser, il faut pouvoir dire, OK, ça c'est la règle qui protège les investisseurs. On a l'impression que c'est ce business model qui est là. On va essayer de comprendre si ça rentre. Et c'est ce que j'ai adoré dans les cryptos d'ailleurs. C'est qu'en fait, tu devais avoir... C'est le terme disruptif, mais c'est vrai en fait. Tu avais des règles particulières établies depuis des années sur des business models. Et ça changeait la donne. Il fallait réinterpréter les bases et les principes et savoir si on arrivait à aller dans cette direction avec les règles qu'on avait à l'époque. Et si on n'arrivait vraiment pas à faire rentrer le business model dans ces règles-là, et il a fallu faire de la réglementation pour adapter. Et justement, là, tu dis l'idée reçue, comme quoi on arrive, tout est facile, mais est-ce que tu ne penses pas que des fois, certains clients ou des gens peuvent sous-estimer le métier? Non, il y a vraiment... Pour te dire la vérité, je pense que encore plus dans le domaine réglementaire et puis de crypto, moins que dans peut-être des éléments qui sont plus standardisés, les gens sous-estiment vraiment le travail qu'on a. Et très, très souvent, en fait, on fait honnêtement plus d'heures que ce qu'on facture, pour dire la vérité. Justement, on prend de facture. Le trait des reçus, c'est qu'on pense que les avocats gagnent plein de fric. Mais ouais. Alors, probablement, je veux dire, mais c'est très disparate. Très disparate. Moi, j'ai choisi d'être aussi à mon compte parce que je pouvais adapter mon calendrier, mes horaires aussi. Work-life balance. Si t'en as... Ouais, alors les avocats, j'avais lu une fois, je sais pas si je vais le lire correctement. Dans les avocats, tu dois choisir entre ta famille, tes clients, ta santé et tes hobbies. Et en général, t'en as toujours 2 que t'arrives à faire, mais pas les 4. Et toi, t'arrives à faire lesquels pour l'instant? La famille, clairement, et le travail. J'aimerais faire du sport, j'aimerais faire des hobbies. Mais... Au Luxembourg, alors ça, c'est mon idée reçue, j'ai l'impression qu'il y a trop d'avocats, qu'il y en a plein, il y en a partout. Ouais. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi? Ou est-ce que non, t'es avocate, donc tu vas pas me dire oui, mais je trouve qu'il y a trop d'avocats. Pour moi, il n'y a vraiment pas trop d'avocats parce qu'en fait, le droit touche tous les domaines de ta vie.
Tu vas avoir le côté, je sais pas moi, médical, tu vas avoir le côté de la circulation routière, tu vas avoir le côté, bien sûr, finance. Dans la finance, tu vas avoir beaucoup de domaines différents. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment trop d'avocats. Probablement que les avocats vont aux events aussi. Et donc, du coup, quand on est... C'est un travail où on doit aussi aller dehors. Hein. Donc, on les voit plus, donc on a l'impression qu'ils sont plus représentés. Probablement, je pense. Mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a trop d'avocats. Ouais, peut-être. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être un petit peu plus en Suisse, en fait, qu'au Luxembourg. En proportion, tu trouves? Mais je sais pas, faudrait regarder les statistiques. C'est une impression purement subjective. Oui, c'est... Vraiment, tu parlais donc des quatre choses qu'un avocat doit choisir. Enfin, 2 choses toi, tu dis qu'il peut en choisir que 2 par rapport aux 4. Le stress, c'est ton moteur, en fait, souvent. On est souvent... je veux dire, il faut vivre avec. Hein. C'est un permanent. Hein. Puis tu n'as plus vraiment de différence. Alors, on essaye, bien sûr, de ne pas te déranger le week-end. Mais s'il y a vraiment un souci, il faut qu'on soit dispo, tu vois. Donc... Alors, toi, tu as une spécialisation qui est la crypto. D'ailleurs, tu as été présidente de Let's Block. On te connaît surtout dans ce domaine-là comme étant une des, on va dire, papesses de... Sympa. disons, de la crypto en termes régulatoires, surtout au Luxembourg et en Suisse. Oui. 2 questions. 1, est-ce que tu penses que c'est ton parcours à la FINMA qui a fait ça? Et comment tu es tombé dans la crypto? J'arrive à te répondre pour la deuxième d'abord. Bien sûr. Quand j'ai quitté la FINMA, à l'époque, parce que c'était 2016, hein, 2016. Et il y avait beaucoup sur le crowdfunding. Il y avait très peu sur la crypto. On entendait la crypto, mais pas tant que ça. Moi, j'étais vraiment déjà intéressée. Même à l'intérieur, on avait la chance d'avoir des séminaires. Et je suis rentrée dedans et j'ai un très bon ami qui était sur tout ce qui était technologique, un professeur à l'université à Neuchâtel. Et on a commencé à parler d'innovation, de technologie. Et tout d'un coup, il m'a dit « Ah, mais viens, je vais te présenter des gens. Ils ont un projet très sympa. » Et c'était, alors pour ceux qui connaissent la crypto, c'était le projet qui s'appelait The DAO, qui était la DAO, et qui a été en fait... et je voyais tous ces gens autour de la table parler de ça. J'ai eu la possibilité de rencontrer des pionniers et des précurseurs, notamment à Neuchâtel, en Suisse, dans ce domaine-là. Et j'avais... c'est incroyable. Je me disais, ok, je viens avec mes réflexes de droit réglementaire traditionnel. Je disais, ah, mais c'est ça. Je me disais, non, t'as pas compris. Hein, parce que c'est un nouveau système, c'est décentralisé, c'est distribué, tout le monde a la même information en même temps. Et au fur et à mesure, je me suis dit, à chaque fois que je pensais comprendre, je ne comprenais pas. Ça me renvoyait à mes basiques. Et j'ai adoré. Je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'en fait, il faut que je reprenne les basiques de la finance et que j'essaye de comprendre ces basiques-là pour cette nouvelle technologie. Et justement, en parlant de basiques, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, mais vraiment d'une manière assez facile, oui. à quelqu'un qui vraiment n'y connaît rien du tout? C'est quoi la blockchain et c'est quoi les cryptos? La blockchain, c'est un moyen. La blockchain, c'est un moyen de transmettre des informations de manière la même pour tout le monde, quasiment instantanée. Et cette information, tu lui donnes la valeur que tu souhaites. Okay. Ça peut être des informations qui équivaut à de la valeur monétaire, ou ça peut être autre chose. Et cette autre chose, c'est la crypto. Ça peut être, par exemple, des informations... pour la crypto, le Bitcoin serait de la valeur monétaire, mais ça peut être tout d'un coup un software qui te permet de faire quelque chose. Donc, c'est vraiment une façon d'envoyer des informations à tout le monde de manière sans frontières et la même, sans que ce soit pris par un intermédiaire.
J'espère que c'est assez clair. Non, je pense que c'est assez clair. Donc les crypto-monnaies, d'un point de vue juridique et économique, ça représente quoi aujourd'hui? Ça représente ce que tu souhaites que ça représente. Et c'est pour ça que depuis le début où je faisais mes conférences, je disais, regardez qu'est-ce que ça représente. Parce que finalement, c'est une information qui est envoyée sur un réseau, d'accord ? Cette information, si tout d'un coup, ça ressemble beaucoup à du droit du travail, ben oui, alors l'information que tu auras, c'est peut-être en fait ton salaire. Ou tu vois, parce que cette information-là, ben, ça représente une crypto qui représente ton salaire, etc. Ça peut être un accès à un jeu. Selon ce que la crypto représente, tu définis après les droits, tu vois. Donc, tu peux avoir des tokens qui représentent tout et tu peux avoir des tokens qui représentent rien. C'est quoi la différence entre crypto-monnaie et digital asset? C'est la même chose. Ouais. Ça dépend. Honnêtement, tu peux avoir le terme crypto-asset, enfin, Oui. crypto-actif, cryptocurrencies. Alors, les gens l'utilisent plus parce que dans le moyen des paiements, surtout avec les stablecoins, tu peux avoir token, tu peux avoir actif tokenisé. Tout ça, c'est des choses dont... Et bon, bah, ça fait moins peur si tu dis actif digital ou actif numérique. Ok. C'est juste... C'est un terme marketing, tu vas dire Parce qu'on dit crypto-asset et crypto-monnaie et digital asset souvent. Ouais, mais pour moi, c'est la même chose. Pour toi, c'est la même chose. Et pourquoi, selon toi, ça pose autant de questions au niveau régulation, au niveau droit? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose de nouveau comme tout ou... Alors, c'est clair que ça a 10 ans, donc c'est pas non plus quelque chose comme un prêt lombard qui date depuis... voilà, depuis que la finance existe. Mais je pense aussi que c'est une nouvelle technologie et il a fallu que les gens comprennent. Tu vas avec tout un écosystème et avec des mots qui sont très particuliers. Donc, il va falloir que tu comprennes ce que c'est qu'un wallet, il va falloir que tu comprennes ce que c'est que des transactions, des gas fees. Il faut que tu comprennes que quand on parle d'une transaction, c'est seulement l'envoi d'informations sur un réseau et que c'est pas en fait finalement une transaction financière, tu vois. Donc, c'est plein de petits termes. Ça a son propre langage. Et comme ça a son propre langage, effectivement, c'est parfois plus compliqué à comprendre. En ce moment, on parle de... on va rester dans la régulation. MiCA. Oui. On en entend parler un peu partout en ce moment. C'est quoi exactement, en quelques mots simples? C'est une réglementation spécifique pour les cryptos. Comme tu avais une réglementation spécifique pour ce qu'on appelle les instruments financiers comme les actions, les obligations, l'Union européenne a décidé de faire une réglementation qui est applicable pour tout le monde de la même façon, partout en Europe. Et ça change quoi pour le marché? Pour le marché, ça change qu'il faille que tu ailles un agrément. Si tu souhaites faire le commerce en tant que professionnel de ces cryptos. Si tu veux faire l'advice, si tu veux... Pour toi, c'est du nouveau business qui arrive donc? C'est une bonne nouvelle? Oui. Alors, il y a une très grosse compétition des pays entre eux, étonnamment. Okay. Donc, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Donc, le délai pour être... parce qu'en fait, certains avaient une autre forme d'autorisation. On dirait de l'enregistrement, plus ou moins. Ou c'était plutôt... Exactement. Certains pays avaient déjà... Certains n'avaient rien fait, mais certains pays avaient déjà mis en place, le Luxembourg aussi, un enregistrement qui était beaucoup plus focalisé sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Et là, tu passes sur un agrément beaucoup plus lourd. Il y a un délai qui arrive bientôt où tous ces gens-là, s'ils n'ont pas l'agrément, c'est terminé. C'est quand? C'est en... Question piège. C'est en juin 2026. Ok, donc ça reste encore en... Ouais. Cette année, donc... Ouais. Le problème qu'il y a, et que je vois énormément, surtout, je dois avouer, en France, j'en vois beaucoup, un petit peu moins au Luxembourg, c'est cette consolidation des acteurs. Parce que souvent, c'était des acteurs qui étaient petits et qui, en fait... n'ont peut-être pas forcément la finance, les moyens
d'aller vers un agrément. Et donc, eux, que va-t-il se passer? Donc, il y a eu beaucoup d'achats, etc., etc. Et donc, tu penses que le régulateur, il arrive à suivre le rythme de ça? C'est compliqué, hein. Moi, j'ai beaucoup de compréhension pour le régulateur, je dois avouer, hein. Parce que, en plus, les régulateurs, ils sont entre les autorités, entre l'autorité européenne en milieu bancaire. J'essaie de pas trop utiliser le terme anglais. C'est quoi? C'est le ESMA et puis EBA. Donc, EBA, c'est pour le bancaire. ESMA, c'est plus pour le côté marché financier. Donc là, c'est ESMA pour Mika? Il y a les deux, Okay, ça dépend. Okay. Mais majoritairement ESMA. Donc, tu as ce côté-là où il donne des règlements, pas des réglementations, mais des recommandations, des best practices, etc., etc. J'essaie de ne pas utiliser des termes trop techniques. Hein. Et puis, tu as ceux qui sont impactés, qui veulent l'agrément. Et au milieu, tu as les régulateurs qui, eux, doivent considérer ce qui est émis, pas le transposer parce que c'est directement applicable, mais en tout cas, reprendre tout ça dans leur day-to-day pour pouvoir permettre les agréments. Tu as les gens qui demandent les agréments. Donc, tu es au milieu, tu as beaucoup de demandes, c'est en mouvement. C'est pas, honnêtement, c'est pas facile. Hein. Mais techniquement, comment ça se passe? Eux donnent l'agrément et ensuite ils redemandent en fait à l'ESMA. Non, c'est à chaque régulateur. Puis, on est des êtres humains, on a chacun notre culture. Et il est clair que même si on a une réglementation qui est applicable pour tout le monde, avec ESMA et EBA qui donnent des informations, chaque pays a sa culture. Donc en fait, même comme ça, il va y avoir des disparités dans la façon dont les agréments sont donnés. Okay. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont voir, est-ce que je vais ici? Est-ce que je vais là? Comment est-ce que je fais? Etc. Et ils vont choisir le Luxembourg, à ton avis, plus que d'autres? Ça dépend encore une fois du business model. Je le dis souvent, je pense que Luxembourg a énormément à offrir au ce qui est côté institutionnel, parce que tu as une énorme expertise. Au final, même si tu as une nouvelle classe d'actifs, tu es doué dans un domaine particulier. Luxembourg, c'est les fonds, ok, ou l'asset management de manière générale, aussi sur certains produits. Donc, on est plus enclin à aller et à se mettre avec des acteurs qui connaissent déjà la place et qui vont développer ce genre de produit. Je ne sais pas que je suis assez claire, mais je vois. Tu vois, ça dépend vraiment des pays. Tu vois une différence entre la Suisse et le Luxembourg à ce niveau-là, au niveau du régulateur? Toi, tu as bossé pour le régulateur suisse, mais... Je trouve le régulateur luxembourgeois très, très présent sur les conférences, à discuter, à être ouvert. Et ça, on le voit pas, mais pas que la Suisse, hein, mais ça, on le voit pas souvent. Hein, donc ça, c'est vraiment impressionnant. Dans le sens où ils sont plus ouverts à la discussion, où ils sont... C'est quoi ton... Et c'est ça, c'est que je pense qu'il y a eu toujours cette idée de vraiment dire, OK, venez avec votre business model, on ne vous dit pas que vous aurez l'agrément, mais en tout cas, on va pouvoir discuter. Plus business friendly, tu penses? Non, mais en fait, c'est assez compliqué parce que business friendly, je sais pas, c'est toujours une expression très... Oui. Ils doivent faire leur job aussi. Hein. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez marrant parce que tu as l'Union européenne avec un cadre relativement rigide, hein, d'accord, avec une compliance assez poussée. Et des régulateurs qui quand même doivent voir si ça correspond un peu à la culture du pays. Et puis, tu as un cadre un peu moins poussé pour le moment en Suisse, plus pragmatique. Mais c'est vrai, et la FINMA a eu quand même beaucoup de cas à gérer, pas dans la crypto, mais beaucoup de cas à gérer ces derniers temps. Donc, un petit peu plus de serrage de vis aussi. Donc, voilà. Honnêtement, c'est très difficile parce que ce n'est pas les mêmes business models que je vois des deux côtés. Est-ce que tu vois une différence entre la Suisse, justement, et le Luxembourg? Pas forcément au niveau régulation, mais en général, dans ton métier, mais même culturel, ou est-ce que tu vois qu'ils sont très proches comme pays? Tu fais souvent le... Je suis en train de réfléchir parce que c'est vrai, hein, vraiment.
Ce que j'aime beaucoup à Luxembourg, c'est la proximité, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais le fait qu'on puisse vraiment rencontrer tout le monde très rapidement. Ce qui permet très vite de voir si tu as, je ne parle pas forcément pour moi, mais des business models qui pourraient marcher ou pas. La Suisse est un tout petit peu plus grande. Tu as ce côté Lugano, Zurich, Zug, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel. Et donc, bien sûr, c'est plus difficile de pouvoir discuter d'un business model d'un côté par rapport à l'autre. Et ils travaillent tous différemment entre régions ou pas? C'est vrai, les Romands ont plus une façon de travailler comme le Luxembourg ou bien comme la France. Les Suisses allemands ont plus la façon de travailler à l'allemande, en fait. Après, c'est une fois que tu sais ça, tu t'adaptes. Mais c'est vrai que c'est légèrement différent, ça c'est sûr. Le Luxembourg a vraiment une puissance au niveau une fois qu'ils vont quelque part, ils développent très vite. Très bien, on va arrêter sur ce volet-là. Parler plutôt maintenant de toi. Si tu avais... finalement, tu as bossé à la FINMA, après tu as créé ta société, tu as créé ton cabinet. Tu as toujours été, dans ta carrière, souvent ta propre chef. Si tu avais le pouvoir de ne plus travailler avec quelqu'un, ce serait qui ? Alors, entre la FINMA et puis mon étude, j'ai travaillé pour une banque. Ok. J'ai travaillé pendant quelques années comme Chief Compliance pour toutes les et en fait, là, je dois avouer que la position de Compliance Officer, elle était moins dans le soutien. Bien sûr, tu peux le faire, hein, bien sûr, mais un tout petit peu moins dans le soutien et dans la diversité. Parce que tu vois un seul... Et ça, c'est vrai que c'est ce que j'aime, en fait, pouvoir avoir cette diversité de gens qui viennent de tous les backgrounds, en fait. J'adore le côté des entrepreneurs, j'adore le côté aussi des gros acteurs qui doivent respecter des règles comme des banques, des asset managers et qui veulent quand même aller dans des modèles un peu plus innovants. Enfin, c'est génial, tu vois tellement de choses différentes. J'ai bien aimé mon temps à la banque, je dis pas, mais je dis juste, tu vois, tu as une vision d'une entité. Alors que là, c'est beaucoup plus large. Alors que régulateur, j'avais tout qui était là. Ici aussi, c'est chouette. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé des déboires avec un client, avec un dossier, et tu t'es dit, waouh, plus jamais, ou quel est le pire dossier que tu as eu à gérer? Tu me poses des questions. Tu peux même parler de ton époque où tu faisais du avocat commis d'office, on va dire, où tu avais des dossiers ça, c'était vraiment très dur. J'ai eu des cas très durs. Inceste, frère avec petite sœur. J'ai eu des trucs très, très durs. Très, très durs. C'était vraiment compliqué. J'ai l'impression que beaucoup d'avocats ont eu ça, hein, des avocats commis d'office, des choses un peu plus assez compliquées. Ouais, j'ai eu des cas très durs. J'ai aussi des cas durs au niveau... parce qu'en fait, j'avais fait plusieurs, puis j'avais fait aussi des personnes qui sont des personnes âgées, qui n'ont plus de famille, et qui sont pas très très bien encadrés dans l'équivalent des EHPAD, etc. Bon, c'était pas facile, ça, vraiment. Et au niveau business? Au niveau business, donc pour l'étude. Les sociétés, est-ce qu'il y a eu est-ce que, je sais pas, il y a des... Ce dont j'ai toujours peur, c'est que c'était souvent le cas au début de la crypto, maintenant ça va un peu mieux, mon nom soit associé à des projets. Il y a eu pas mal de scams, etc., des arnaques sur les ICO. Moi, j'avais retrouvé une fois ma photo sur un projet d'ICO, je ne les connaissais pas. Ça c'est un peu même ma peur. Quand tu étais avocate ou quand quand j'étais dans l'étude. Okay. Oui. Des gens même qui me mettent en organigramme alors que je ne suis pas du tout. Ça, c'est une chose qui me... Il y avait cette grosse mode des ICO où il y a plein de gens qui ont créé leur propre token. Et ça a un peu disparu un peu, ou c'est juste que je ne le vois pas? Non, ça a disparu aussi parce que c'est plus encadré en fait.
on dirait la vérité. Il y a eu un bon coup de réglementation, etc., etc. Ça existe encore. Et honnêtement, on est dans un paradoxe où des personnes très célèbres créent leur token qui n'a aucun sous-jacent. Tu parles d'un président de la République Je parle de rien. Non, Joker. Autre question, là c'est beaucoup de gens, tu es dans le domaine de la crypto, je sais que tu diras pas ça, je sais que tu diras que non, beaucoup pensent que le Bitcoin c'est un Ponzi. Non, tu peux pas, moi je pourrais pas. Tu penses que non? Je pense pas que ce soit un Ponzi. Je pense que par contre ça a été intéressant pour amener une nouvelle technologie, honnêtement. Bitcoin a été mais il n'y a pas que Bitcoin. Je veux dire ce qui est fait avec Ethereum et tout ce qui est smart contract et le développement là-dedans, c'est génial, c'est incroyable. Honnêtement, c'est vraiment incroyable. Mais après, bien évidemment, tout le monde veut développer, tout le monde veut faire partie. T'as des projets qui sont corrects, t'as des projets vraiment. Alors, cite-moi un projet qui est vraiment, qui n'existe plus, ou tu dis un projet complètement, disons, je vais pas dire une arnaque, mais t'es complètement mauvais. Tu dis waouh, voici ce à quoi ils ont pensé. Est-ce que tu as un projet comme ça en tête, ou une ICO qui s'est plantée, ou une arnaque que tu as vue durant ta carrière? J'ai probablement. Alors, je me souviens, tout début de Let's Block, qu'il y avait quelqu'un qui était venu, je suis même pas sûre que c'était à Luxembourg, mais enfin, il était venu à Luxembourg, mais je sais même plus, qui voulait tokeniser des plateformes de porte-avions, un truc comme ça. Je comprends que c'était pas liquide et que c'était des gros, mais enfin, il y a. Voilà. Je crois que ça n'a jamais marché d'ailleurs, mais ça, c'est vrai que ça m'avait toujours interpellée. Et puis, non, j'ai vu beaucoup dans la mode des NFT. Et ça, je pense que ça, c'est un bon aspect de la réglementation qui arrive. Des gens qui s'achetaient entre soi pour faire monter le prix. Ça marche plus maintenant parce qu'il va y avoir tout ce qui est la protection contre les abus de marché. Mais il y a eu un peu des hypes au niveau des prix des NFT qui a un peu décrédibilisé d'ailleurs. C'est dommage parce qu'en fait, il y a tout un pan de l'art digital qui est assez génial. Il y a notamment une banque assez connue en Suisse qui est beaucoup dans l'art digital et il y a vraiment des super trucs à faire. Des artistes qui, depuis le début, en fait, créent aux manières digitales. Donc là, on sort de la finance. Et avec des aspects très mouvants où en fait à chaque transaction ça s'adapte, l'art s'adapte à la transaction qui est faite, où on joue avec la temporalité et la transaction au moment où ça change de portefeuille. C'est génial, vraiment c'est top. Est-ce qu'il y a un acteur ou disons une crypto ou j'en sais pas, une technologie avec qui tu aimerais travailler, tu dis celle-ci je trouve que c'est génial, j'aimerais bien bosser avec eux? Ouais, parce qu'il y a un peu le côté secret professionnel par rapport à d'autres. Donc tu me la donnes, c'est fini. Ouais, c'est bon là. J'adore les gens avec qui je travaille. Alors évidemment, s'ils arrivent... Toi, je travaille avec des protocoles. J'ai certains clients, ce sont des protocoles. Des fondations qui sont en Suisse, etc. Donc j'ai déjà ce genre de clients-là. J'ai des clients qui sont plus du côté bancaire. J'ai des clients qui sont plus du côté CASP, comme on disait. C'est assez génial parce qu'ils sont tous complémentaires. T'as des custodians. Et des fois, tu arrives à leur faire des liens entre eux parce que tu te dis, mais est-ce que tu le fais ou pas? Parce qu'il y a des... Dans la limite de ce que j'ai le droit de faire. Ouais, ok. Évidemment, parce que le métier d'avocat, il est quand même très limité. Mais il y a des fois où je me dis, mais tiens, est-ce qu'ils ont pensé à ça? Ça, c'est sûr. Après, je ne veux pas non plus trop influencer. Il y a un côté business stratégique qui leur appartient, tu sais. Mais
Mais oui, c'est vrai qu'il y a des moments où, effectivement, tu vois qu'ils cherchent un custodian et on a des super providers en Suisse de custodian, par exemple. On en a aussi à Luxe, ça dépend un peu où tu veux aller. Donc oui, bien sûr que je vois des synergies. Après, ce que je vois aussi ces derniers temps qui est assez intéressant et qui va changer la donne, donc il y a beaucoup plus d'institutionnels qui arrivent sur le marché, mais il y a aussi beaucoup de rachats. Donc, tu as beaucoup de personnes des entités qui ont été des pionniers dans le domaine. On pense, il y a un prime broker là, qui a été racheté par Ripple notamment. Tu vois des pionniers, par exemple, je pense à Deribit, je crois, qui ont été rachetés par Coinbase, qui étaient les pionniers dans tout ce qui était dérivé. En matière de crypto. Tu vois des pionniers qui sont en train de racheter, tu vois des consolidations, tu vois que le marché est enfin en train de passer dans une phase intéressante de... Professionnalisation, tu vas dire, ou vous étiez Alors, déjà... professionnalisation, ça sous-entend en fait qu'ils n'étaient pas forcément professionnels. Ça, c'est plus la réglementation. Mais je vois aussi en fait vraiment, pas des monopoles, mais plutôt vraiment une consolidation de gros acteurs de plus en plus. Hein. Ce qui est intéressant. Ça veut dire que le marché est en train de changer, tu vois. T'as l'air assez passionné de technologie, hein, t'aimes ça. L'IA, t'en penses quoi? On en a parlé un petit peu rapidement par rapport à ton métier, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça va changer fondamentalement dans ta vie professionnelle, personnelle? Est-ce que t'as des... Oui, bien sûr, ça change, évidemment. Je pense que ça serait vraiment, vraiment inopportun, pour pas dire un gros mot, de pas l'embrasser et de pas regarder ce qu'il est. Après, on apprend quand même à l'université ce qu'on appelle un syllogisme, c'est-à-dire de regarder les faits, de regarder qu'est dit la loi et d'essayer d'en tirer une conclusion. Ça c'est quand tu fais du vrai juridique, ou bien que quelqu'un vienne avec un business model et de regarder quelle est la meilleure stratégie juridique pour arriver à ce qu'il puisse développer son marché. Alors oui, tu sais, souvent, c'est plutôt les clients qui sont allés regarder. Nous, on pourrait regarder aussi, hein, ça permet aussi de vérifier. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas encore... Toi, tu n'utilises rien. Si, bien sûr, mais... Tu vas pas mettre un contrat effectivement comme ça sur ChatGPT parce que non, bien sûr que non. Mais après, tu as des solutions in-house que tu peux développer, qui sont. T'as pas besoin d'aller sur les sites externes, mais ça t'apporte une base, c'est intéressant. Mais jamais je me suis dit tiens, j'avais pas. Ça te fait gagner du temps? Est-ce que ça fait gagner du temps? Ça fait gagner du temps pour tout ce qui est traduction, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être utiliser l'IA pour la gestion de tes documents, mais aussi à l'interne pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire d'utiliser l'IA pour tout ce qui est organisation de l'étude. Ça m'a fait un gain de fou. Qu'est-ce qu'on dit pas assez sur le métier d'avocat? Ouais, il y a tellement de choses qui est dit. Qu'est-ce qu'on ne dit pas assez? Honnêtement, ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand je suis rentrée, je le savais déjà, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais que ça demande beaucoup de travail. Quoi qu'on en dise, ça demande quand même beaucoup de travail. C'est pas un contrat, on le revoit pas en une demi-heure. C'est un contrat, on n'arrive pas. Si on veut vraiment, c'est marrant parce que j'ai eu un cas. J'étais au tribunal récemment à Zurich pour un contrat technologique. Et il y avait une clause. Et cette clause-là, moi, j'ai pas revu le contrat au départ quand ils ont signé. Elle était vraiment inégale, mais elle était tellement juridiquement juste que c'était impossible. Impossible. Même si c'était en défaveur d'une des parties, de la changer. Et en fait, c'est là que tu te dis, un contrat qui est mal pensé, si ça part... Alors moi, j'ai fait très peu de litigation. Là, c'était vraiment une question très technique. C'est un tribunal de commerce, c'est vraiment très, très, très technique. Mais un contrat qui est mal pensé, qui a été fait trop à la va-vite, si ça part au tribunal, ça peut être vraiment... Je parle de centaines de milliers de francs. Donc,
Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le milieu, dans l'écosystème? L'écosystème crypto ou l'écosystème L'écosystème business et après business? crypto. Je sais pas, j'adore vraiment. T'aimes J'aime tout beaucoup. Et Il y a bien une chose que t'aimes pas. ouais, il y a une chose que j'aime pas, c'est le fait que j'aimerais pouvoir avoir un meilleur work balance, c'est sûr. Mais C'est trop time consuming, ça. c'est quand même assez time consuming. Mais en fait, j'aime ça. C'est ça le truc. C'est j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais, vraiment. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, si j'étais employée, j'aurais peut-être des vacances. Mais en fait, j'aime ce que je fais, en fait. Bah, je pense que ça doit être la même chose pour toi, mis à part ça. Je sais pas. Non, j'aime ce que je fais aussi. Après, je suis toujours en vacances. Bah, c'est ça. T'es Euh, toujours dispo. Quel est le meilleur conseil de carrière qu'on t'ait donné? De pas avoir une carrière toute tracée. Ça, c'est vrai. On m'a dit aussi avoir plus confiance en soi, mais je veux dire, quand t'es jeune, t'as pas confiance en toi. Mais Quand t'es jeune, t'as pas confiance en toi, tu penses? en tout cas, moi, j'avais pas confiance en moi, clairement pas. Non. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est difficile de parler de soi. Ouais. Et là, maintenant, aujourd'hui, t'as plus confiance en toi? Plus que celle qui avait 18 ans, c'est certain. Après, à quel point, je sais pas. Et t'as eu un mentor? T'as eu des mentors dans ta vie? Ou quelqu'un qui t'inspire? J'ai mes parents, hein. C'est cliché, mais je te jure, c'est vraiment mes parents. Ils les ont tellement poussés pour qu'on puisse aller faire des études que... Mes gars, ouais. J'ai pas eu des mentors, j'ai eu des personnes qui ont été là et qui ont discuté avec moi. Et en fait, j'ai toujours essayé de discuter avec moi, avec... honnêtement, mon mari aussi, ma belle famille, franchement, ils sont fantastiques. Donc, ma famille, de pouvoir discuter, ouais. Et dans le monde, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire? Quelqu'un de connu? J'ai dit, waouh, cette personne, je trouve ça extraordinaire ce qu'elle fait. Alors, je suis très impressionnée par les entrepreneurs de manière générale. Et en fait, ce que je trouve assez incroyable, je crois que ça, c'est un tout petit peu plus, disons, common law qu'ici, mais c'est de dire que tu peux faire des erreurs. Tu peux monter un business, il ne fonctionne pas, très bien. Bah, je sais que la dernière fois, en fait, je ne m'étais pas assez concentrée sur le go-to-business, le go-to-market, où je me suis pas... Et j'ai toujours trouvé intéressant ce que les entrepreneurs ont fait. Que ce soit dans les techs. Hein. Alors maintenant, ils sont très décriés aux États-Unis, mais il y en a, ils ont quand même, la plupart, ils ont quand même créé ça d'eux-mêmes. Ils ont pris des risques, en fait. Quand je vois les levées de fonds des entrepreneurs, à quel point c'est difficile. Oui, j'ai vraiment beaucoup de respect, vraiment. Et tu penses qu'ils doivent passer par des échecs pour avoir ces réussites-là ou Bon, ça dépend. Ouais. Honnêtement, franchement, ça dépend. Je pense que la nouvelle génération, elle est plus, elle s'adapte plus facilement et ça marche même sans échec. Après, c'est toujours difficile si ça marche sans échec, mais parce que évidemment, du coup, tu n'as peut-être pas remise en question. Mais si tu arrives à te remettre en question, tu n'as pas besoin d'échecs. Mais les échecs, c'est ce qui te fait apprendre. Personnellement, il y a plein de fois où je me suis plantée. Dans ma vie de tous les jours. Je t'ai tendu la perche. Dans la vie de toujours. Et ne serait-ce qu'essayer de se dire, ok, bon, finalement, je crois que ce que j'aimerais vraiment faire, c'est faire mon étude. Tu vois ? Tu t'es déjà dit une fois, j'arrête tout? Est-ce que tu t'es dit, j'arrête tout? Est-ce que ça t'arrive? Quand je suis fatiguée, je pense que je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que j'ai dormi 5 heures depuis 7 jours, chaque fois 5 heures, et puis je suis fatiguée. Mais c'est que passager? Ah ouais, totalement. Totalement. Après, tu repars et tu te dis... J'aime vraiment ce choix parce que j'ai une diversité vraiment incroyable. Si tu pouvais remonter dans le temps, quel conseil donnerais-tu à la Biba ado? Un peu plus confiance. Ouais. On en parlait il y a quelques instants. Ouais. Toujours difficile de parler de soi, mais... Ouais. Il me reste encore une dernière... deux questions. Aïe. Qu'est-ce qui te fait vraiment encore peur aujourd'hui?
En dehors de la famille, évidemment. Oui, en c'est dehors de toujours, ce faire, voilà. oui. Euh, D'être certaine que j'ai bien compris le business model du client, en fait, je pense. Ça, c'est sûr, hein. C'est pour ça que je demande souvent, je redemande encore une fois, plusieurs fois. En général, je fais plusieurs calls pour être certain. Peut-être parce que, tu sais, il y a quand même l'aspect technologique. Donc, il faut pouvoir arriver... Bah, excuse-moi. Ils se disent pas, c'est pour que c'est cool à nouveau, c'est pour que tu puisses plus facturer. Non, mais en général, je les facture pas. Je les facture pas. Donc, c'est vraiment que je puisse comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Parfait. Bah écoute, c'était très intéressant. La dernière question, c'est si tu étais à ma place, Oui. qui me conseillerais-tu d'inviter au prochain podcast? Ah bah si il accepte, ça sera intéressant d'avoir Claude Marx, hein. Régulateur, ouais. L'invitation est lancée, mais je suis pas sûr qu'il accepte. On verra bien. Merci beaucoup, Biba. C'était un plaisir. Salut. À bientôt. Salut.